Je m'appelle Rachel, j'ai 45 ans. Je suis divorcée et sans enfant. Je vis seule dans une petite ferme à la périphérie du Texas, un endroit où plus de 3 espèces d'oiseaux chantent chaque matin et moins d'un homme à qui parler chaque soir. Il n'y a rien de particulièrement spécial dans ma vie, sauf une chose. Il s'appelle Mason, 21 ans, fils de mon ami le plus cher. Après un accident de voiture, il y a 2 ans, je suis devenue la seule personne à contacter dans le dossier d'urgence de Mason. Il a donc emménagé chez moi temporairement. Ce « temporairement » a duré près d'1 an et demi. Mason va à l'université dans la ville voisine. Il est intelligent et a composé le genre de voix qui donne envie de parler davantage. Ce jour-là, je faisais juste des corvées, notamment la lessive. J'ai sorti un sweat à capuche du panier et j'ai vu un pantalon de survêtement froissé que Mason portait habituellement à la maison. Je l'ai secoué doucement. Puis, mes doigts ont effleuré quelque chose de ferme, de distinct, de déplacé. Je me suis figée. Ma main n'a pas reculé immédiatement. Mon cerveau a rejoué tous les discours de société sur le fait de ne pas penser comme ça. Mais je savais exactement ce que j'avais. Et c'était trop ordinaire pour être raisonnable, trop inhabituel pour être ignoré. J'ai laissé tomber le pantalon de jogging comme s'il m'avait brûlé. Puis j'ai ri. Pas un rire gracieux, un rire né de la gêne et de nulle part où me cacher. J'ai marmonné presque pour me calmer, les femmes de mon âge ne sont pas punies pour leurs pensées obsédées, n'est-ce pas? Tant qu'on n'agit pas, on est toujours dans les limites. Je me suis fait une tasse de thé, j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit que c'était juste un réflexe biologique. Tout le monde frôle quelque chose de temps en temps, tant qu'on sait où s'arrêter. C'est bien. C'est ce que je me suis dit et je croyais vraiment pouvoir l'oublier. Mais quelques nuits plus tard, lorsque j'ai entendu le bruit de l'eau couler dans la salle de bain bien après minuit, j'ai réalisé quelque chose. On ne peut pas tout simplement balayer d'un revers de la main les contacts accidentels. Certaines choses, aussi brèves soient-elles, laissent une fine fissure, juste à la limite de vos limites. Depuis l'incident de la lessive, j'essayais de garder mes distances avec Mason strictement, pas de regard prolongé au-delà de 3 secondes, pas de partage d'espace clos, pas de câlin, même maternel. Mais Mason n'en avait aucune idée. Il entrait encore pieds nus dans la cuisine chaque soir, les cheveux légèrement ébouriffés après la douche, parlant toujours sur ce ton comme s'il avait peur de perturber le silence. « Tu m'as gardé un dîner ? » ?»« Merci. » C'est juste, rien n'est inapproprié et je répondrai comme n'importe quel tuteur le ferait. « Oui, il y a de la limonade dans le réfrigérateur. » « Arrête de boire du soda le soir. » Je ne sais pas quand ces conversations ont commencé à prendre une autre dimension. Pas dans les mots, mais dans la façon dont nous nous regardions. Un soir, je lavais des verres. Mason se tenait à côté de moi et me tendit une serviette. Sa main effleura mon épaule très légèrement, mais juste assez pour me faire tressaillir. « Désolé, je ne voulais pas te faire sursauter, dit-il. Je me tournai pour sourire et ce sourire était certainement celui que les femmes utilisent pour cacher quelque chose derrière leurs cils. Ce n'est rien. Un petit contact n'a jamais tué personne. Au moment où je l'ai dit, j'avais envie de me gifler. Je me suis détournée, faisant semblant de me concentrer sur le verre que je tenais à la main, mais j'entendais encore Mason ricaner. Ce n'était pas un rire nerveux, c'était le genre de rire qui dit « Tu viens de remarquer quelque chose que tu n'avais jamais vu auparavant. » Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit. Je ne me souviens plus de mon rêve, mais seulement que le lendemain matin, lorsque Mason a quitté la maison, je l'ai regardé un peu plus longtemps que je n'aurais dû. Et il m'a regardé aussi, mais pas d'une manière particulière, se précipitant, pas gêné. Juste le regard de quelqu'un qui réalise lentement que la distance entre la famille et quelqu'un que l'on trouve attirant n'est parfois pas plus épaisse qu'une couche de coton et un simple regard retourné. Cette nuit-là, il a plu. Pas une forte averse, pas de tonnerre, juste une calme, une pluie persistante comme musique de fond. Non, on a appuyé sur lecture, mais personne n'a pu l'éteindre. Le courant a vacillé. Tout le pâté de maison est tombé dans le noir à 20 heures. J'ai sorti des bougies du tiroir de la cuisine, le genre que j'achetais par habitude, même si personne n'avait organisé de dîner romantique dans cette maison depuis plus de 5 ans. J'en ai allumé une.
Sa lueur ambrée dansait le long du comptoir et les faibles empreintes de pas laissées par le sol mouillé paraissaient plus chaudes. Mason est entré en t-shirt mouillé, s'accrochant légèrement à son sac de chips encore chaude à la main. Encore chaude, a-t-il dit. En échange, puis-je avoir une tasse de votre thé au citron? J'ai hoché la tête sans rien dire. Mes mains se sont mises à faire du thé, mais mon esprit était sur une seule pensée, pourquoi sa voix semblait-elle plus proche ce soir? Pas physiquement, mais plus proche de mon battement de cœur. Nous nous sommes assis sur le canapé, un à chaque extrémité, une courte pointe drapée lâchement entre nous comme une bordure neutre. Nous regardions tous les deux par la fenêtre, la pluie tapant doucement sur le toit en tôle comme un rythme. Seul le silence complétait. « Tu crois qu'il y a des choses que les gens ne peuvent dire que lorsqu'il fait noir ?» a demandé Mason. Je me suis tournée vers lui. Il ne me regardait pas, juste dehors dans la nuit. J'ai répondu doucement. « Ouais, comme la façon dont une coupure de courant te rappelle à quel point tu avais besoin de lumière. » Il hocha légèrement la tête. Puis, comme un fil qui se dénouait, il dit « As-tu déjà trouvé quelqu'un d'attirant alors que tu n'étais pas censé l'être ?» Ma poitrine se serra, non pas sous le choc, mais parce que je ne connaissais que trop bien ce sentiment. Je n'avais pas l'intention de répondre, mais il se tourna vers moi, ses yeux se fixant directement sur les miens, sans hésitation, sans gêne, juste le regard de quelqu'un en toute honnêteté. J'avalais difficilement ma salive. Oui, je l'ai été une fois et j'essaie encore de l'oublier. Mason ne répondit pas. Il resserra simplement sa prise sur le bord de la couette. Un éclair illumina la fenêtre. La lueur oblique traversa son visage juste assez pour que je puisse saisir le mouvement subtil de son nez lorsqu'il expira. Et si cette personne ressentait la même chose que moi? Je me suis détournée. Il ne répondit pas, non pas parce que je ne savais pas, mais parce que j'avais peur. Peur que si j'ouvrais la bouche, il n'y aurait pas de retour en arrière. Peur qu'une nuit pluvieuse puisse effacer toutes les limites que la raison avait si soigneusement construites. La pluie ne s'était pas arrêtée. Mason se leva, se dirigea vers le placard et en sortit une couverture plus fine. Il la drapa sur le dossier de la chaise puis se rassit un peu plus près. Pas assez près pour être audacieux, mais plus assez loin pour faire semblant. C'était accidentel. J'ai porté ma tasse de thé à mes lèvres. Ma main tremblait légèrement. Il resta assis en silence pendant un long moment, puis parla plus à lui-même qu'à moi. Je ne sais pas quand les choses ont commencé à changer. C'est peut-être à ce moment-là que j'ai réalisé que tu ne me regardais plus comme un enfant. J'ai tourné la tête, il me regardait droit dans les yeux. Pas de masque, pas de faux semblant. J'ai posé ma tasse. Mon corps s'est légèrement penché en avant pour mieux entendre ou peut-être juste pour être plus proche. J'ai peut-être tort, a-t-il dit, mais si je ne le dis pas, je ne pense pas que je pourrai dormir ce soir. Les mots étaient si légers et pourtant, ils ont atterri avec le poids de quelqu'un debout au bord d'un toit glissant. Mason, ai-je dit, ma voix brisant le silence, prête à l'arrêter. Mais il s'est penché plus près, suffisamment près pour que je puisse sentir son souffle contre le mien. Une de mes épaules tremblait légèrement, mais je ne me suis pas éloignée. Si seulement une fois, juste pour un instant, tu voulais croire que personne ne le saurait, que personne ne jugerait, le voudrais-tu? J'ai fermé les yeux et je n'ai pas répondu. Et dans ce silence si profond, j'entendais les battements de mon cœur dans mes oreilles, cette insistance juste là attendant. Un éclair illumina à nouveau la fenêtre et je, avec toutes les contradictions, le désir, la peur d'une femme bien trop habituée à la réprimer, n'ai pas retiré ma main. Nous n'avons pas dit un mot de plus. Nous n'étions pas obligés. C'était juste un contact. Mais c'était suffisant pour marquer le moment où, à partir de maintenant, rien ne pourrait plus jamais être comme avant. Le lendemain matin, la maison retrouva ses sons familiers, le faible bourdonnement de la cafetière, les pas sur le parquet, la porte d'entrée s'ouvrant et se refermant. Je me suis assise seule dans la cuisine, non pas parce que Mason était parti, mais parce que j'avais besoin d'espace pour nommer ce qui s'était passé dans mon esprit. J'ai baissé les yeux vers ma main, la même main qui ne s'était pas éloignée la veille. Mason n'a pas dit un mot en partant ce matin, juste un regard passager, ni évasif, ni regretté, mais pas joyeux non plus. Il a dit, je vais en cours. J'ai simplement hoché la tête. Non, je n'ai pas souri.
Je ne me suis pas rappelé de prendre un parapluie parce que chaque mot semblait faire partie d'une performance. J'ai fait la vaisselle comme d'habitude. Ma main se souvenait encore, mais mon cœur ne savait toujours pas comment. J'aurais dû dire quelque chose hier soir, ce matin, mais je n'ai rien dit. J'avais peur que si je nommais l'erreur, je devrais l'assumer. Mais si je restais silencieuse, peut-être que ça s'évaporerait tout seul comme de la vapeur. Je pensais aux autres femmes que j'avais rencontrées dans les salles d'attente pendant les séances de conseil, des femmes qui avaient un jour avoué un faux pas avec quelqu'un pour qui elles n'auraient jamais dû avoir quoi que ce soit à voir. J'avais l'habitude de m'asseoir en face d'elles, hochant la tête avec sympathie, mais en pensant secrètement, tant que tu sais où t'arrêter, tout passera. Maintenant, je comprends que la raie danse dans le cœur et le cœur ne suit pas toujours les règles. Cet après-midi, Mason n'est pas rentré. Il a envoyé un texto, je reste à la résidence ce soir. Grand examen demain. J'ai tapé OK, étudie bien, mais je n'ai pas appuyé sur envoyer. Je l'ai supprimé puis j'ai raccroché le téléphone. La maison était silencieuse et, pour la première fois depuis longtemps, je n'aimais pas le silence. C'était comme le poids de trop de choses qui ne pouvaient pas être nommées. 3 jours plus tard, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Juste une courte phrase, je serai absente quelques jours. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je n'ai pas attendu le retour de Mason. Je ne suis plus partie à la maison sans explication, non pas parce que je fuyais, mais parce que j'avais besoin de partir avant que les choses ne s'enveniment plus. J'étais allée chez ma sœur à Austin, celle qui me demandait toujours pourquoi je n'avais jamais essayé de vivre pour moi. C'est exactement ce que je faisais, mais pas par impulsion, en choisissant d'arrêter. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. Je pensais à Mason, à ses yeux, à la douce chaleur de sa main posée sur la mienne et au silence terrifiant qui a suivi. J'ai compris que quelque chose, même une connexion aussi réelle soit-elle, si cela arrive au mauvais moment, dans le mauvais rôle, sous le mauvais nom, cela finira quand même par blesser des deux côtés. Je pensais que j'étais juste une femme seule, ayant besoin d'être vue, touchée, aimée. Mais maintenant, je sais que le plus grand courage ne réside pas dans l'amour, c'est dans le fait de savoir quand s'arrêter avant de blesser quelqu'un d'autre. Certaines erreurs ne nécessitent ni séduction ni planification, juste un moment avec la mauvaise personne ou un regard trop long, sans résolution et puis silence. Le silence est ce qui rend les choses dangereuses. Si vous vous êtes déjà retrouvé perplexe au sujet des limites, s'il vous plaît, souvenez-vous que personne ne devrait avoir à garder le silence pour préserver une relation. Et il n'y a rien de tel que d'être trop sensible en exprimant ses limites. Si vous êtes déjà resté silencieux par peur de décevoir quelqu'un, laissez un seul point dans les commentaires. Pas pour dire, juste pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Pas parfait, mais une réflexion honnête. Et si vous croyez que quelqu'un a besoin d'entendre ceci avant de franchir une ligne irréversible, partagez-la parce que parfois une histoire racontée au bon moment est la dernière frontière qui sépare quelqu'un de ses regrets. Ouais.